En 1847, 23 enfants ont disparu de Reims en une seule nuit, et les autorités ont brûlé tous les dossiers 3 jours plus tard. Ce qui s'est vraiment passé dans cette ville sainte n'a jamais été révélé au grand public. Aujourd'hui, nous allons explorer cette affaire qui a ébranlé les fondations même de l'Église et de l'État français. Mais avant de plonger dans cette histoire qui vous glacera le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces mystères oubliés de l'histoire. L'année 1847 marquait un tournant décisif dans l'histoire de France. Louis-Philippe régnait encore sur un royaume en proie aux mutations profondes de l'industrialisation naissante, mais les troubles sociaux grondaient déjà dans toutes les provinces. Les ouvriers des manufactures réclamaient de meilleures conditions de travail, la bourgeoisie montante contestait les privilèges de l'aristocratie et les idées républicaines circulaient dans les salons parisiens malgré la censure royale. Reims, cette ville millénaire où les rois de France recevaient leur onction sacrée depuis Clovis, portait en elle le poids de 15 siècles de tradition chrétienne. Ses rues pavées résonnaient encore des échos des sacres royaux, et sa cathédrale gothique, avec ses tours élancées vers le ciel, dominait majestueusement la cité champenoise. La population, forte d'environ 35 000 âmes, vivait principalement du commerce des vins de Champagne et de l'industrie textile qui se développait dans les faubourgs. La société rémoise reflétait fidèlement les contrastes de l'époque. D'un côté, les grandes familles de négociants en Champagne, les Clicquot, les Pommery, les Heidsieck, qui avaient bâti des fortunes considérables en exportant leurs vins prestigieux dans toute l'Europe. De l'autre, une population ouvrière nombreuse et souvent misérable, employée dans les filatures, les tanneries et les ateliers de bonnetterie qui proliféraient aux abords de la ville. Entre ces deux extrêmes, une bourgeoisie moyenne composée d'artisans prospères, de petits propriétaires terriens, de commerçants et de membres des professions libérales tentait de maintenir sa position sociale en investissant massivement dans l'éducation de sa progéniture. Car l'instruction était devenue, depuis la Révolution, le moyen privilégié d'ascension sociale dans une société en mutation. C'est dans ce contexte que se dressait l'institution Saint-Remy, un pensionnat pour garçons dirigé par les frères de la doctrine chrétienne. Fondé en 1792 par frère Ambroise Dufresne, juste avant que la tourmente révolutionnaire n'emporte l'Ancien Régime, cet établissement avait survécu au tumulte politique en adaptant discrètement sa pédagogie aux exigences de chaque époque. Fermé pendant la Terreur, rouvert sous le Consulat, réorganisé sous l'Empire, consolidé sous la Restauration, il était devenu, au fil des décennies, l'une des institutions éducatives les plus réputées de la région. Les familles de la bourgeoisie rémoise y envoyaient leurs fils pour recevoir une éducation rigoureuse, mêlant instruction classique et formation morale selon les principes de Jean-Baptiste de La Salle. L'enseignement y était dispensé en français plutôt qu'en latin. Innovation pédagogique qui séduisait les parents soucieux de préparer leurs enfants aux réalités du monde moderne. Les matières au programme comprenaient la grammaire, l'arithmétique, l'histoire, la géographie, mais aussi la tenue des livres de commerce et les rudiments du droit civil. Le directeur de l'institution, frère Emmanuel Augustin, était un homme de 52 ans au regard perçant et à la prestance imposante. Né à Nancy dans une famille de magistrats, il avait reçu une éducation soignée avant d'entrer dans les ordres à l'âge de 25 ans. Ancien séminariste ayant renoncé au sacerdoce pour se consacrer entièrement à l'enseignement, il menait son établissement d'une main de fer, veillant personnellement à ce que chaque élève reçoive une formation digne des attentes parentales. Sa réputation dépassait largement les frontières de la Champagne. On venait de Paris, de Lyon, même de l'étranger, solliciter une place pour ses enfants dans son institution. Les méthodes pédagogiques qu'il avait développées, mélange d'autorité bienveillante et d'exigence intellectuelle, faisaient l'admiration de ses pairs. Plusieurs de ses anciens élèves occupaient déjà des positions importantes dans l'administration, le commerce ou les professions libérales. Les bâtiments de Saint-Remy s'étendaient sur plusieurs hectares aux abords sud-est de la ville,
dans un quartier paisible bordé de jardins et de propriétés bourgeoises. Entouré de hauts murs de pierre blonde typiques de la région, il formait un ensemble architectural harmonieux construit au fil des extensions successives. Le bâtiment principal, érigé au XVIIIe siècle, abritait les salles de classe, la chapelle, les bureaux administratifs et la bibliothèque. 2 ailes perpendiculaires, ajoutées au début du siècle, contenaient les dortoirs, le réfectoire et les ateliers. Les dortoirs, répartis selon l'âge des pensionnaires, pouvaient accueillir jusqu'à 150 élèves dans des conditions de confort remarquables pour l'époque. Chaque lit était séparé des autres par une cloison de bois qui préservait l'intimité tout en permettant la surveillance. Les plus jeunes, âgés de 8 à 12 ans, occupaient l'aile nord du bâtiment principal, bénéficiant ainsi d'une proximité rassurante avec les bureaux de l'administration. Les adolescents de 13 à 18 ans logeaient dans les constructions annexes, disposant d'un peu plus d'autonomie. Cette séparation, justifiée par des préoccupations pédagogiques évidentes, permettait, selon frère Augustin, une surveillance plus efficace et une discipline mieux adaptée à chaque tranche d'âge. Les petits bénéficiaient d'un encadrement plus maternel, tandis que les grands étaient progressivement préparés aux responsabilités de l'âge adulte. Cette organisation avait fait ses preuves depuis des années et contribuait largement à la réputation d'excellence de l'établissement. La vie quotidienne à Saint-Remy suivait un rythme immuable, scandé par les cloches de la chapelle. Levé à 5h30, toilette et prière du matin, petit déjeuner au réfectoire, début des cours à 8h. La matinée était consacrée aux matières fondamentales, français, latin, mathématiques et sciences. Après le déjeuner et une récréation d'1 heure, l'après-midi était réservé à l'histoire, à la géographie et aux langues vivantes. Les cours se terminaient à 16h, laissant place à l'étude surveillée jusqu'au dîner. La soirée s'achevait par la prière commune et le coucher à 21h. Les mercredis et samedis après-midi étaient consacrés aux activités physiques et aux promenades dans la campagne environnante. Ces sorties, très appréciées des pensionnaires, leur permettaient de découvrir les vignobles de Champagne, les vestiges gallo-romains de la région et les monuments historiques de Reims. Frère Augustin y voyait un complément indispensable à l'instruction reçue en classe, car selon lui, un esprit sain ne pouvait se développer que dans un corps sain. L'automne 1846 avait apporté son lot habituel de nouveaux pensionnaires. 43 enfants avaient rejoint les rangs de l'institution à la rentrée de septembre, portant l'effectif total à 137 élèves. Parmi ces nouveaux venus se trouvaient des fils de négociants en Champagne, désireux de perpétuer la tradition familiale, d'artisans prospères, rêvant d'une promotion sociale pour leur progéniture, et de petits propriétaires terriens soucieux d'offrir à leurs enfants les clés d'un avenir meilleur que le leur. Tous portaient en eux les espoirs de familles qui avaient consenti des sacrifices financiers considérables pour leur offrir cette chance d'éducation. Car les frais de pension à Saint-Remy n'étaient pas négligeables, 300 francs par an, soit l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier qualifié. Cette somme importante était cependant jugée justifiée par la qualité de l'enseignement dispensé et les perspectives d'avenir qu'elle ouvrait. L'atmosphère de l'institution semblait alors parfaitement sereine, rythmée par les activités habituelles d'un établissement d'enseignement réputé. Les élèves s'adaptaient rapidement à leur nouvel environnement, nouaient des amitiés durables et progressaient visiblement dans leurs études. Les rapports mensuels adressés aux familles témoignaient de cette satisfaction générale et des progrès accomplis par chacun dans les différentes matières. Pourtant, dès les premiers jours de novembre 1846, certains indices auraient dû alerter les esprits attentifs. Ces signes avant-coureurs, d'abord si discrets qu'ils passèrent inaperçus, allaient progressivement tisser la toile d'un mystère dont les fils ne seraient jamais complètement démêlés. Madame Victoire de la Roche, blanchisseuse attitrée de l'institution depuis 15 ans, fut la première à remarquer des changements troublants dans les habitudes de l'établissement. Cette femme de 45 ans
veuve d'un soldat de l'Empire mort à Waterloo, avait toujours mené son travail avec un soin méticuleux qui lui avait valu la confiance de frère Augustin. Elle connaissait parfaitement les rythmes de l'institution et savait d'expérience interpréter les moindres variations dans la nature et la quantité du linge qui lui était confié. Or, depuis le début de novembre, les draps des dortoirs lui parvenaient avec des taches étranges qu'elle n'arrivait pas à identifier. Ces marques brunâtres, qui résistaient aux lavages habituels, évoquaient parfois des traces de terre mélangées à des substances organiques. Plus inquiétant encore, certains vêtements d'enfants présentaient des déchirures qui ne correspondaient pas aux accidents usuels de la vie en collectivité. Les accros étaient nets comme causés par des objets tranchants et leur répartition suggérait une origine volontaire plutôt qu'accidentelle. Lorsqu'elle osa interroger frère Augustin à ce sujet, celui-ci se contenta de répondre que les enfants se montraient particulièrement turbulents cette année et qu'ils s'adonnaient à des jeux plus vigoureux qu'à l'accoutumée. Cette explication, bien que plausible en apparence, ne convainquit pas entièrement Madame de la Roche, qui notait aussi une diminution sensible de la quantité de linge à laver. Tout se passait comme si une partie des pensionnaires produisait moins de linge sale, ce qui était pour le moins surprenant. Plus inquiétant encore, plusieurs parents commencèrent à s'étonner du ton inhabituel des lettres que leur fils leur adressait chaque dimanche. Ces correspondances hebdomadaires, obligations réglementaires de l'institution, avaient toujours constitué un lien précieux entre les familles et leurs enfants éloignés. Elles permettaient aux parents de suivre les progrès de leur progéniture et de maintenir des liens affectifs malgré la distance. Monsieur Henri Valbrun, marchand de draps prospère installé rue de Vesle, conservait précieusement dans un coffret de bois marqué toute la correspondance de son fils Théodore, âgé de 10 ans. Cet enfant vif et intelligent, entré à Saint-Remy en septembre, avait d'abord manifesté dans ses lettres un enthousiasme communicatif pour sa nouvelle vie de pensionnaire. Ses premières missives, datées de septembre et octobre, respiraient la joie de vivre et l'émerveillement devant la richesse de l'enseignement reçu. « Cher papa », écrivait-il le 15 septembre, « l'institution est encore plus belle que vous ne me l'aviez dit. Ma classe donne sur les jardins et je peux voir la cathédrale depuis la fenêtre du dortoir. Frère Augustin nous a fait visiter la bibliothèque qui contient plus de 1000 livres. J'ai déjà appris par cœur 3 fables de La Fontaine et frère Marcel m'a dit que j'avais des dispositions pour le latin. J'espère vous rendre fier de moi. » Mais progressivement, l'écriture s'était faite plus hésitante, les phrases plus courtes, et certains mots semblaient avoir été raturés puis réécrits d'une main différente. Les descriptions enthousiastes du quotidien avaient laissé place à des formules convenues qui ne ressemblaient plus au style spontané de l'enfant. Dans sa lettre du 15 novembre, le jeune Théodore écrivait « Cher papa, les études se déroulent bien. Frère Augustin nous enseigne de nouvelles matières très intéressantes. Nous avons maintenant des cours particuliers le soir. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit car c'est un secret entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Embrassez maman pour moi. » Cette mention de cours secrets intrigua vivement M. Valbrun, homme méthodique habitué à analyser avec précision tous les aspects de ses affaires commerciales. Il relut plusieurs fois la lettre, notant la différence de ton avec les précédentes et s'interrogeant sur la nature de ces enseignements mystérieux. Cependant, soucieux de ne pas paraître indiscret, il attribua cette discrétion à quelques projets pédagogiques innovants destinés à surprendre les familles lors des examens de fin d'année. D'autres parents rapportèrent des observations similaires lors des conversations dominicales sur le parvis de la cathédrale. Madame Joséphine Bertrand, épouse d'un orfèvre réputé, nota que son fils Auguste, habituellement si bavard dans ses lettres qu'il fallait parfois plusieurs feuilles pour contenir ses récits, se contentait désormais de formules convenues et évitait soigneusement de décrire son quotidien. Les détails pittoresques sur la vie en dortoir, les anecdotes sur ses professeurs, les descriptions de ses camarades avaient disparu, remplacées par des phrases toutes faites qui sonnaient étrangement artificielles. Quant à M. Édouard Champernois,
propriétaire de plusieurs vignobles dans la montagne de Reims, il s'étonna que son fils Lucien n'évoque plus jamais ses camarades dans sa correspondance. Cet enfant sociable, qui auparavant ne tarissait pas d'anecdotes sur la vie en communauté et les amitiés nouées avec ses condisciples, semblait soudain vivre dans un isolement complet. Ses lettres ne mentionnaient plus que ses études personnelles et ses relations avec les professeurs, comme si les autres élèves avaient cessé d'exister à ses yeux. Ces changements, pris individuellement, pouvaient s'expliquer par l'adaptation progressive à la vie en pensionnat ou par l'influence naturelle de la discipline institutionnelle. Mais leur simultanéité et leur caractère systématique commençaient à créer un malaise diffus parmi les familles concernées. Le 20 novembre, un incident plus grave vint confirmer ces inquiétudes naissantes. Madame de la Roche, arrivée comme chaque matin vers 6 heures pour récupérer le linge sale, découvrit dans la cour de l'institution plusieurs vêtements d'enfants dans un état particulièrement suspect. Ces habits, abandonnés près du puits qui servait aux lessives d'urgence, étaient déchirés et maculés de terre, comme s'ils avaient été enterrés puis déterrés. Mais ce qui frappa le plus la blanchisseuse fut leur état de saleté. Ils semblaient avoir été portés lors d'activités particulièrement salissantes, impliquant un contact prolongé avec la terre humide et des matières organiques en décomposition. Parmi ces vêtements, elle reconnut une chemise appartenant au petit Auguste Bertrand, fils de l'orfèvre, ainsi qu'une culotte portant les initiales TV, abrodée par une main maternelle attentionnée. Ces marquages personnels, destinés à éviter les confusions lors des lessives communes, lui permirent d'identifier formellement les propriétaires de ces habits suspects. Lorsqu'elle porta cette découverte troublante à l'attention de frère Augustin, celui-ci l'accueillit dans son bureau avec sa courtoisie habituelle, mais elle remarqua une certaine crispation dans son attitude. Le directeur expliqua que les pensionnaires s'adonnaient désormais à des exercices physiques plus intenses dans le cadre de leur formation morale, et que ces activités nécessitaient parfois des travaux de terrassement destinés à développer chez eux le goût de l'effort et la résistance à la fatigue. Ces exercices, poursuivit-il, s'inscrivaient dans une méthode pédagogique nouvelle qu'il expérimentait en collaboration avec d'autres établissements européens. L'objectif était de former des hommes complets, alliant la culture intellectuelle à la vigueur physique, selon les principes de l'éducation antique remis au goût du jour. Cette innovation pédagogique destinée à surprendre agréablement les familles devait pour l'instant rester confidentielle. Cette explication, bien qu'étrange, sembla provisoirement satisfaire Madame de la Roche, qui n'osa pas pousser plus loin ses interrogations. Cependant, l'attitude de frère Augustin l'avait troublé. Cet homme habituellement si maître de lui-même avait manifesté une nervosité inhabituelle, et ses mains avaient légèrement tremblé en manipulant les papiers posés sur son bureau. Ces détails infimes, que seule une femme habituée à observer attentivement son interlocuteur pouvait remarquer, s'imprimèrent durablement dans sa mémoire. En quittant l'institution ce matin-là, Madame de la Roche porta un regard plus attentif sur l'environnement familier de l'établissement. Ce qu'elle observa renforça encore ses interrogations. La cour principale, habituellement parfaitement entretenue, présentait des traces d'activité nocturne récentes. Le gravier avait été ratissé de manière inhabituelle, comme pour effacer des traces, et plusieurs massifs de fleurs avaient été piétinés. Plus troublant encore, elle remarqua que la terre du potager attenant aux cuisines avait été fraîchement retournée sur une surface importante, alors que la saison ne se prêtait guère aux travaux de jardinage. C'est dans cette atmosphère de malaise grandissant que survint l'événement qui allait bouleverser à jamais l'histoire de Reims et plonger dans l'ombre une affaire dont les ramifications dépassaient tout ce que les contemporains pouvaient imaginer. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1846, par une soirée particulièrement froide où le vent du nord charriait les premières promesses d'hiver, des événements d'une gravité exceptionnelle se déroulèrent à l'institution Saint-Remy. Cette nuit-là, selon les témoignages qui seraient recueillis plus tard par les enquêteurs, des cris d'enfants résonnèrent dans tout l'établissement avec une intensité et une détresse
qui glacèrent le sang de tous ceux qui les entendirent. Madame Clotilde Ronsard, qui habitait une maison mitoyenne au mur de l'établissement, fut la première témoin de ces événements troublants. Cette dame de 53 ans, veuve d'un officier mort en Algérie, vivait seule dans cette demeure héritée de ses parents, avec pour seule compagnie sa gouvernante et son jardinier. Habituée au silence nocturne de ce quartier paisible, elle avait le sommeil léger et était souvent réveillée par les bruits inhabituels. Vers 2 heures du matin, elle fut tirée de son sommeil par des pleurs et des gémissements qui semblaient provenir des sous-sols de l'institution voisine. Ces sons, d'abord faibles et confus, s'intensifièrent progressivement jusqu'à devenir un concert de lamentations qui perçait les murs de pierre et se répandait dans la nuit froide. Ce qui frappa le plus Madame Ronsard fut la nature particulière de ces cris. Ils exprimaient non pas la colère ou la rébellion, mais une détresse profonde, une supplication désespérée qui évoquait plus la terreur que la simple souffrance physique. Inquiète et ne parvenant plus à trouver le sommeil, elle se leva et s'approcha de la fenêtre de sa chambre qui donnait directement sur la cour de l'institution. Écartant prudemment les rideaux, elle observa le spectacle qui s'offrait à ses yeux dans la lumière blafarde de la lune gibbeuse qui perçait par intermittence la couverture nuageuse. À sa grande stupéfaction, elle distingua plusieurs silhouettes adultes qui se déplaçaient rapidement entre les bâtiments de Saint-Remy. Ces ombres, au nombre de 5 ou 6, portaient ce qui ressemblait à des fardeaux de taille humaine enveloppés dans des toiles sombres. Elles apparaissaient et disparaissaient dans l'obscurité, se dirigeant alternativement vers les sous-sols de l'institution et vers la sortie arrière qui donnait sur un chemin de terre menant à la campagne. Le manège dura près de 2 heures, pendant lesquelles Madame Ronsard assista, pétrifiée d'angoisse, à un ballet sinistre dont elle ne comprenait pas la signification. Les silhouettes semblaient transporter quelque chose de lourd d'un endroit à un autre, procédant avec une méthode qui évoquait une opération planifiée plutôt qu'une action improvisée. Parfois, l'une d'elles s'immobilisait et semblait donner des ordres aux autres, orchestrant ces mouvements mystérieux avec une autorité évidente. Vers 4 heures du matin, les cris cessèrent aussi brutalement qu'ils avaient commencé, laissant place à un silence pesant qui parut encore plus inquiétant à Madame Ronsard. Les silhouettes disparurent une dernière fois dans les bâtiments, et plus rien ne vint troubler le calme apparent de l'institution. Mais ce silence, loin d'être rassurant, portait en lui une menace diffuse qui glaça le sang de la témoin. Le reste de la nuit s'écoula dans une anxiété croissante. Madame Ronsard ne parvint plus à fermer l'œil, ressassant sans cesse les images troublantes dont elle avait été témoin. Elle hésitait entre plusieurs interprétations. Accident survenu à l'un des pensionnaires, évacuation sanitaire d'urgence ou quelque chose de plus grave qu'elle n'osait imaginer. Mais dans tous les cas, le caractère clandestin de ces opérations nocturnes et les précautions prises pour les dissimuler lui semblaient de mauvais augure. Le lendemain matin, Madame Ronsard hésita longuement avant de se décider à agir. Sa condition de femme seule et sa réputation de respectabilité lui imposaient une prudence particulière dans ses relations avec le voisinage. Elle craignait de passer pour une commère ou, pire encore, pour une femme à l'imagination déréglée si ses observations s'avéraient avoir une explication innocente. Cependant, sa conscience ne lui permettait pas de garder le silence si des enfants étaient en danger. Vers 10 heures, après avoir longuement prié dans sa chambre et demandé conseil à sa gouvernante, elle se résolut à se présenter aux grilles de l'institution pour demander à parler à frère Augustin. Elle comptait aborder le sujet avec le plus de délicatesse possible, en se présentant comme une voisine inquiète plutôt que comme une accusatrice. Le portier, frère Marcel, l'accueillit avec la courtoisie habituelle et la conduisit jusqu'au bureau du directeur. Celui-ci la reçut avec sa bienveillance coutumière, mais Madame Ronsard, femme d'expérience habituée à observer les gens, nota immédiatement plusieurs détails troublants dans son attitude. Des cernes marquaient son visage habituellement serein, ses mains tremblaient légèrement en manipulant les papiers posés sur son bureau, et son regard évitait le sien avec une insistance qui trahissait un malaise profond.
Lorsqu'elle lui fit part avec précaution de ses observations nocturnes, en prenant soin de présenter sa démarche comme celle d'une voisine soucieuse du bien-être de l'établissement, frère Augustin l'écouta sans l'interrompre. Sa réaction fut mesurée et apparemment cohérente. Il expliqua qu'un élève avait effectivement fait un malaise grave dans la nuit, nécessitant l'intervention d'un médecin et le transfert d'urgence de l'enfant vers un établissement de soins spécialisé situé en dehors de la ville. Cette urgence médicale, poursuivit-il, avait contraint le personnel à procéder à quelques réaménagements internes pour éviter la contagion, si le malaise s'avérait être de nature infectieuse. Ces précautions, bien que perturbantes pour la tranquillité habituelle de l'institution, étaient indispensables pour protéger la santé des autres pensionnaires. Il la remercia de sa sollicitude, tout en l'assurant que la situation était désormais maîtrisée. Cette explication, logique et rassurante en apparence, ne convainquit pas entièrement Madame Ronsard. Plusieurs détails la troublaient. Pourquoi ces opérations s'étaient-elles déroulées avec tant de discrétion? Pourquoi n'avait-elle vu aucune voiture médicale, aucun médecin reconnaissable? Et surtout, pourquoi ces cris d'enfants qui semblaient exprimer la terreur plutôt que la souffrance physique? Cependant, elle n'osa pas exprimer ouvertement ses doutes face à un homme respecté de tous et dont l'autorité morale était incontestée dans la région. Elle se contenta de quelques questions polies sur l'état de santé de l'enfant concerné, auxquelles frère Augustin répondit évasivement, en invoquant le secret médical et la nécessaire discrétion due aux familles. En quittant l'établissement, Madame Ronsard porta une attention particulière aux détails qui l'entouraient. Ce qu'elle observa dans la cour de l'institution renforça ses interrogations. La terre avait été fraîchement retournée sur une surface importante, bien plus large que ne l'aurait justifié l'inhumation d'un animal domestique ou l'installation de nouvelles canalisations. Des traces de charrettes menaient vers la sortie arrière de l'établissement, creusant des ornières profondes dans la terre humide qui témoignaient du passage de véhicules lourdement chargés. Plus troublant encore, elle remarqua que plusieurs fenêtres des sous-sols, habituellement éclairées le matin par les activités des ateliers et des réserves, demeuraient obstinément sombres. Tout l'étage souterrain de l'institution semblait plongé dans un silence et une obscurité qui contrastaient avec l'animation habituelle de ses locaux. Ces détails s'imprimèrent durablement dans sa mémoire, et elle en parla le soir même à son époux, M. Anatole Ronsard, clerc de notaire au cabinet du Bois. Cet homme méthodique et réfléchi écouta attentivement le récit de son épouse et partagea immédiatement ses préoccupations. Sa formation juridique et son expérience professionnelle lui avaient appris à reconnaître les situations où les apparences dissimulent des réalités plus complexes. Les jours qui suivirent cette nuit troublante furent marqués par une accumulation d'indices troublants qui tissèrent progressivement la toile d'un mystère de plus en plus inquiétant. Plusieurs commerçants de Reims, fournisseurs attitrés de l'institution Saint-Remy, remarquèrent simultanément des modifications inexplicables dans les commandes habituelles de l'établissement. Monsieur Prosper Lecomte, boucher établi rue de l'Étape depuis 20 ans et fournisseur exclusif de Saint-Remy, fut le premier à s'étonner de ces changements. Depuis septembre, il livrait régulièrement à l'institution 40 livres de viande par semaine, quantité calculée pour nourrir convenablement 137 pensionnaires et une quinzaine d'adultes. Cette commande, établie en début d'année scolaire selon les effectifs déclarés, n'avait jamais varié depuis des années, si ce n'est lors des périodes de vacances. Or, depuis le 25 novembre, ces livraisons avaient été réduites de moitié sans explication préalable. Quand il s'enquit de cette diminution auprès de l'économe de l'institution, frère Marcel, celui-ci évoqua un changement de régime alimentaire prescrit par un médecin pour améliorer la santé générale des enfants. Cette nouvelle méthode nutritive, expliqua-t-il, privilégiait les légumes et les laitages au détriment de la viande, jugée trop lourde pour des organismes en croissance. Cette explication, bien que surprenante, pouvait s'inscrire dans les préoccupations hygiéniques de l'époque. Cependant, ce qui troubla M. Lecomte fut l'attitude étrange de frère Marcel lors de cette conversation. L'économe
habituellement si précis et organisé dans ses commandes, semblait nerveux et évitait son regard. Plus étrange encore, il avait payé la facture en espèces plutôt qu'avec les bons de commande habituels, comme s'il souhaitait éviter toute trace écrite de cette transaction. De même, Madame Eulalie Potier, qui tenait l'épicerie fine de la rue Saint-Jacques et approvisionnait l'institution en produits de première nécessité, nota une chute dramatique des achats depuis la fin novembre. Moins de savon pour les ablutions quotidiennes, moins d'huile pour alimenter les lampes des dortoirs, moins de papier pour les devoirs et la correspondance, moins de charbon pour chauffer les salles de classe. Tout se passait comme si l'établissement hébergeait soudain beaucoup moins d'enfants qu'annoncé officiellement. Quand elle osa faire remarquer cette diminution à frère Marcel, celui-ci invoqua des économies nécessaires en raison de difficultés financières passagères. L'institution, expliqua-t-il, avait engagé des travaux d'amélioration importants qui grévaient temporairement son budget. Cette période d'austérité ne devait être que provisoire, et les commandes reprendraient leur niveau habituel dès le printemps suivant. Pourtant, Madame Potier savait par les conversations de salon que plusieurs familles aisées de Reims avaient récemment inscrit leur fils à Saint-Remy, payant d'avance des pensions substantielles. Comment l'institution pouvait-elle connaître des difficultés financières alors que ses recettes n'avaient jamais été aussi importantes? C'est à cette époque que M. Anatole Ronsard, intrigué par les observations de son épouse et les anomalies rapportées par les commerçants du quartier, décida de mener sa propre enquête discrète. En tant que clerc au cabinet de Maître Dubois, il avait accès aux archives municipales et pouvait consulter les registres officiels sans éveiller les soupçons. Sa formation juridique lui avait enseigné l'importance de vérifier les faits avant de tirer des conclusions hâtives. Sa première démarche consista à examiner les registres d'inscription de l'institution Saint-Remy pour l'année scolaire 1846. Ce qu'il découvrit le plongea dans une perplexité profonde qui allait bouleverser sa vision de cette affaire. Selon les documents officiels déposés en mairie, 137 enfants étaient effectivement inscrits à l'institution pour l'année en cours. Cette liste nominative, signée de la main de frère Augustin et validée par le sceau de l'établissement, semblait parfaitement en règle. Cependant, en homme méthodique habitué aux vérifications croisées, M. Ronsard entreprit de recouper ces informations avec d'autres sources. Il consulta les registres paroissiaux de Reims et des communes environnantes, interrogea discrètement quelques familles de sa connaissance et reconstitua patiemment la liste réelle des enfants présents à Saint-Remy depuis la rentrée. Cette enquête minutieuse révéla une anomalie troublante. Selon ses calculs, seuls 114 pensionnaires avaient effectivement rejoint l'établissement à la rentrée de septembre. Cette différence de 23 enfants entre les registres officiels et la réalité constatée ouvrait des perspectives particulièrement inquiétantes. Qui étaient ces 23 élèves fantômes? Leurs noms figuraient de bien sur les listes officielles, accompagnés de toutes les informations requises: âge, filiation, adresse familiale, montant de la pension. Mais aucun témoin ne les avait vus arriver à l'institution. Aucune famille de la bourgeoisie rémoise ne les réclamait. M. Ronsard entreprit alors de retrouver les familles de ces enfants mystérieux en se rendant aux adresses indiquées dans les registres. Cette recherche le mena dans les faubourgs les plus pauvres de Reims, dans des quartiers où l'industrie textile naissante concentrait une population ouvrière nombreuse et souvent misérable. Là, dans des logements exigus et insalubres, il découvrit une réalité sociale qui contrastait violemment avec l'univers feutré des beaux quartiers. Ces enfants provenaient tous de familles indigentes qui avaient confié leur progéniture à l'institution contre la promesse d'une éducation gratuite et de meilleures perspectives d'avenir. Mais contrairement aux autres pensionnaires, aucun d'entre eux n'avait donné de nouvelles à sa famille depuis le début de l'année scolaire. Leurs parents, éblouis par la générosité apparente de frère Augustin, n'osaient pas réclamer des explications par crainte de contrarier des bienfaiteurs aussi providentiels. M. Gaston Février, ouvrier dans une filature du faubourg Saint-Marceau et père du petit Émile âgé de 9 ans, raconta à M. Ronsard les circonstances particulières de l'inscription de son fils.
Au mois d'août 1846, alors qu'il rentrait épuisé de ses 12 heures quotidiennes de travail, il avait trouvé frère Augustin qui l'attendait devant sa porte. La présence de ce religieux respecté dans ce quartier populaire avait immédiatement attiré la curiosité du voisinage. Frère Augustin lui avait expliqué que l'institution venait de recevoir une donation importante d'un mécène anonyme désireux d'offrir des bourses complètes à des enfants méritants issus de familles modestes. Cette générosité permettrait à 23 jeunes garçons de bénéficier d'une éducation de qualité habituellement réservée aux fils de la bourgeoisie. La seule condition imposée par le bienfaiteur était que ces élèves suivent un programme d'études particulier qui nécessitait un isolement complet pendant la première année. Cette formation spéciale, avait précisé le directeur, avait pour objectif de compenser les lacunes éducatives dues à l'origine sociale défavorisée de ces enfants. Il s'agissait de les immerger totalement dans un environnement cultivé, sans contact avec leur milieu d'origine qui risquerait de freiner leur progression. Cette méthode pédagogique révolutionnaire avait déjà fait ses preuves dans d'autres pays européens et devait permettre à ces enfants d'atteindre en une année le niveau de leurs condisciples plus favorisés. Monsieur Février, ébloui par cette opportunité inespérée pour son fils d'échapper à la condition ouvrière, n'avait pas hésité une seconde. Il avait signé les documents requis et confié Émile à l'institution avec l'espoir de le voir devenir un jour instituteur, employé de bureau ou même avocat. Depuis lors, il n'avait reçu aucune nouvelle, mais frère Augustin l'avait assuré que c'était parfaitement normal dans le cadre de ce programme spécial. Des témoignages rigoureusement identiques furent recueillis auprès des autres familles concernées. Tous ses parents avaient été approchés individuellement par frère Augustin, ou l'un de ses adjoints, entre juillet et août 1846. Tous avaient signé des documents autorisant l'institution à garder leurs enfants sans aucun contact extérieur pendant une période déterminée. Tous attendaient patiemment des nouvelles qui ne venaient jamais, n'osant pas se plaindre par crainte d'ingratitude. Monsieur Ronsard comprit qu'il tenait là un élément crucial du mystère qui se dessinait autour de l'institution Saint-Remy. Ces 23 enfants de familles pauvres avaient été délibérément isolés du reste de l'établissement selon un plan soigneusement élaboré. Leur absence totale de contact avec l'extérieur, présentée comme une nécessité pédagogique, permettait en réalité de les faire disparaître sans que personne ne s'en inquiète. L'avoué entreprit alors de vérifier l'existence réelle de cette mystérieuse donation qui justifiait officiellement la présence de ces enfants à Saint-Remy. Ses recherches dans les archives notariales de Reims et des villes voisines ne révélèrent aucune trace d'un tel legs. Aucun testament récent ne mentionnait l'institution Saint-Remy comme bénéficiaire. Aucun acte de donation n'avait été enregistré au profit de l'établissement. Cette absence de preuves documentaires renforça les soupçons de M. Ronsard. Comment frère Augustin pouvait-il financer la pension de 23 enfants sans ressources identifiables? D'où provenaient les fonds nécessaires à leur entretien et à leur éducation? Et surtout, pourquoi cette générosité s'accompagnait-elle d'un secret si rigoureux? Armé de ces informations particulièrement troublantes, M. Ronsard décida qu'il était de son devoir de citoyen et de père de famille d'alerter les autorités compétentes. La gravité des indices recueillis et leurs implications potentielles dépassaient largement le cadre d'une enquête privée et nécessitaient l'intervention de la justice. Il se rendit d'abord chez M. Théophile Dubois, le notaire pour qui il travaillait depuis 15 ans. Cet homme de 62 ans, respecté de toute la bourgeoisie rémoise et membre influent du conseil municipal, jouissait d'une autorité morale incontestée. Sa probité légendaire et son sens de la justice en faisaient un interlocuteur idéal pour une affaire aussi délicate. Maître Dubois écouta attentivement le récit de son clerc, prenant des notes précises sur chaque point évoqué. Sa longue expérience du droit et des affaires humaines lui permit d'appréhender immédiatement la gravité de la situation décrite. En homme prudent, il posa de nombreuses questions pour vérifier la solidité des éléments présentés et s'assurer que les conclusions tirées n'étaient pas hâtives.
Cependant, l'accumulation des indices et leur cohérence mutuelle le convainquirent rapidement que ses soupçons méritaient d'être pris au sérieux. La disparition inexpliquée de 23 enfants, même issus de milieux défavorisés, constituait un crime potentiel de la plus haute gravité. Le statut social des victimes ne pouvait en aucun cas justifier la passivité des autorités. Ensemble, ils convinrent qu'il était nécessaire et urgent de porter cette affaire devant le procureur de la République. Cette démarche officielle permettrait d'ouvrir une enquête judiciaire en bonne et due forme et de mobiliser les moyens nécessaires pour établir la vérité. Maître Dubois se chargea personnellement de solliciter une audience auprès du magistrat, garantissant ainsi que l'affaire serait traitée avec le sérieux qu'elle méritait. Monsieur Augustin Germain, procureur en poste à Reims depuis 1843, était un magistrat rigoureux et intègre qui avait bâti sa réputation sur le respect scrupuleux de la loi et la défense des plus faibles. Âgé de 45 ans, père de 3 enfants lui-même, il était particulièrement sensible aux affaires impliquant des mineurs et n'hésitait jamais à engager des poursuites quand l'intérêt des enfants était en jeu. Il reçut Maître Dubois et Monsieur Ronsard dans son cabinet le 6 décembre 1846. L'atmosphère feutrée du bureau, avec ses reliures de cuir et ses portraits de magistrats illustres, contrastait avec la gravité des révélations qui allaient y être exposées. Le procureur écouta sans les interrompre. Les 2 hommes présentaient méthodiquement leurs découvertes, prenant des notes détaillées sur chaque point évoqué. Juriste expérimenté, M. Germain fut immédiatement frappé par la qualité des éléments présentés et la rigueur de l'enquête menée par M. Ronsard. La précision des témoignages recueillis, la cohérence des indices matériels et la solidité des recoupements documentaires lui permirent d'appréhender rapidement l'ampleur potentielle de l'affaire. Après avoir étudié attentivement tous les documents présentés, il estima que les présomptions étaient suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une enquête préliminaire. Cette procédure permettrait de vérifier officiellement les faits rapportés et, le cas échéant, d'engager des poursuites contre les responsables. Il ordonna donc une investigation approfondie sur l'institution Saint-Remy et les circonstances de la disparition des 23 enfants concernés. Cette enquête fut confiée à M. Alexandre Bergeret, commissaire de police expérimenté qui jouissait d'une excellente réputation dans la région. Âgé de 38 ans, cet ancien sous-officier de gendarmerie avait rejoint la police civile après les événements de juillet 1830 et s'était rapidement imposé par son professionnalisme et son intégrité. Sa connaissance approfondie de Reims et de ses habitants faisait de lui l'homme idéal pour mener cette investigation délicate. Accompagné de 2 inspecteurs expérimentés, M. Bergeret se présenta aux grilles de l'institution Saint-Remy le 10 décembre au matin. Cette première visite officielle avait un caractère préliminaire et se voulait aussi discrète que possible pour ne pas compromettre d'éventuelles investigations ultérieures. L'objectif était de procéder à un état des lieux général et de vérifier les points les plus facilement contrôlables. Frère Augustin les accueillit aux grilles de l'établissement avec une courtoisie parfaite qui ne laissait rien transparaître de sa nervosité intérieure. Sa longue expérience des relations avec les autorités civiles lui avait appris à maîtriser ses émotions et à présenter toujours une façade irréprochable. Il conduisit personnellement les policiers jusqu'à son bureau et se déclara entièrement à leur disposition pour faciliter leur vérification. La visite officielle se déroula dans un climat de parfaite civilité qui masquait les tensions sous-jacentes. Frère Augustin présenta avec une transparence apparente tous les registres de l'établissement. Liste des élèves, état des présences, comptabilité, correspondances officielles. Tous ces documents semblaient parfaitement en règle et ne révélaient aucune anomalie visible. Il fit ensuite visiter les principaux locaux de l'institution, salle de classe, dortoir, réfectoire, chapelle, bibliothèque. Partout régnait un ordre parfait qui témoignait d'une gestion rigoureuse. Les espaces étaient propres, bien entretenus et parfaitement conformes aux standards attendus d'un établissement d'enseignement de qualité. Frère Augustin autorisa également les policiers à s'entretenir avec quelques élèves choisis au hasard parmi ceux qui se trouvaient en récréation.
Ces conversations informelles se déroulèrent en présence du directeur, selon les usages de l'époque qui ne concevaient pas qu'on puisse interroger des mineurs sans surveillance. Les enfants rencontrés paraissaient en parfaite santé. Leurs propos témoignaient d'un enseignement de qualité, et aucun d'entre eux ne manifesta la moindre inquiétude ou le moindre malaise. Tout semblait donc parfaitement normal dans cette institution modèle. Pourtant, M. Bergeret, homme d'expérience habitué à déceler les indices les plus ténus, remarqua plusieurs détails qui éveillèrent son attention professionnelle. Ces observations, prises individuellement, pouvaient paraître insignifiantes, mais leur accumulation finissait par dessiner un tableau troublant. D'abord, les élèves qu'il avait rencontrés appartenaient tous visiblement à des familles aisées, comme en témoignaient leur tenue vestimentaire soignée, leur élocution raffinée et leur manière polie. Malgré ces demandes répétées et courtoisement formulées, il n'avait pu s'entretenir avec aucun des pensionnaires issus de milieux modestes qui bénéficiaient prétendument des bourses d'études mentionnées dans les registres. Frère Augustin expliqua cette absence par les particularités du programme pédagogique spécialisé que suivaient ses enfants. Leurs horaires différents, leurs cours particuliers et leurs activités spécifiques les tenaient occupés à des moments où les autres élèves étaient en récréation. Cette organisation, nécessaire pour leur permettre de rattraper leur retard initial, rendait difficiles les rencontres fortuites avec les visiteurs. Cette explication, logique en apparence, ne satisfit qu'imparfaitement le commissaire. Pourquoi ces enfants devaient-ils être si rigoureusement isolés du reste de l'institution? En quoi leur origine sociale justifiait-elle un traitement si différent? Et surtout, pourquoi frère Augustin semblait-il si soucieux d'éviter tout contact entre ses élèves particuliers et les représentants de l'autorité? Ensuite, M. Bergeret nota que certaines parties de l'institution lui avaient été présentées de manière superficielle. Les sous-sols notamment, où se trouvaient selon frère Augustin les réserves, les ateliers et les locaux techniques, n'avaient fait l'objet que d'une visite rapide et peu détaillée, Quand le commissaire demanda à examiner plus attentivement ces espaces, le directeur invoqua des travaux de rénovation en cours qui rendaient l'accès dangereux pour des visiteurs non avertis. Ces travaux, expliqua-t-il, concernaient la modernisation du système de chauffage et la réfection de certaines canalisations. Les ouvriers avaient laissé des matériaux encombrants et des outils tranchants qui présentaient des risques pour la sécurité. De plus, la poussière soulevée par ces aménagements risquait d'incommoder les visiteurs habitués à des environnements plus sains. Cette justification, raisonnable en elle-même, n'expliquait pourtant pas pourquoi aucun bruit de travaux ne se faisait entendre depuis les étages supérieurs. L'activité des ouvriers aurait dû produire des sons caractéristiques, coups de marteau, grincements de machines, éclats de voix. Or, les sous-sols semblaient plongés dans un silence complet qui contrastait avec l'explication fournie. Mais c'est en quittant l'établissement que le commissaire fit l'observation la plus troublante de cette première visite. En passant près de la cour où Madame Ronsard avait remarqué la terre fraîchement retournée 15 jours plus tôt, il constata que cette zone avait subi une transformation complète. La surface suspecte avait été recouverte d'une épaisse couche de gravier blanc et aménagée en terrain de jeu pour les élèves. Cette transformation récente, qui contrastait nettement avec l'ancienneté patinée du reste des installations, ne pouvait être fortuite. L'investissement financier et le travail nécessaire pour réaliser un tel aménagement en si peu de temps témoignaient d'une volonté délibérée de dissimuler quelque chose. Mais quoi exactement? Et pourquoi cette urgence à effacer les traces d'activité antérieure? Si cette découverte vous donne des frissons dans le dos, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé dans cette institution. Votre théorie pourrait bien être plus proche de la vérité que vous ne l'imaginez. Face à ces indices de plus en plus troublants, M. Bergeret sollicita l'autorisation du procureur Germain pour effectuer une perquisition approfondie de l'institution Saint-Remy. Cette demande, appuyée par un rapport détaillé exposant tous les éléments suspects recueillis, fut jugée parfaitement légitime au regard de la gravité des présomptions qui pesaient sur l'établissement.
Le procureur accorda cette autorisation le 13 décembre 1846. Mais une fuite au sein de l'administration judiciaire permit à frère Augustin d'être informé de cette décision 48 heures avant son exécution. Cette indiscrétion, probablement due à la sympathie que le directeur inspirait dans certains cercles religieux et bourgeois de la ville, allait permettre à l'organisation qu'il dirigeait de prendre les dispositions nécessaires pour échapper aux investigations. Cette période de grâce de 48 heures fut mise à profit par frère Augustin pour orchestrer ce que les archives judiciaires désigneraient plus tard sous le terme pudique de évacuation préventive de Saint-Remy. Cette opération, d'une ampleur et d'une complexité remarquables, témoignait d'une préparation minutieuse et de moyens logistiques considérables. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, de nombreux témoins virent d'importants mouvements aux abords de l'établissement. Des voitures fermées aux rideaux tirés, des tombereaux bâchés et même une diligence privée aux armoiries dissimulées furent aperçus entrant et sortant de l'institution sous couvert de l'obscurité. Ces véhicules, qui semblaient ne suivre un plan préétabli, se dirigeaient tous vers l'est, en direction de la frontière allemande. Monsieur Félicien Durand, aubergiste de l'Écu de France situé sur la route d'Épernay à 15 km de Reims, rapporta avoir vu passer plusieurs convois suspects dans la nuit. Son établissement, situé à un carrefour stratégique, servait traditionnellement d'étape aux voyageurs se rendant vers l'est de la France ou vers les pays germaniques. Sa position privilégiée en faisait un observatoire idéal pour surveiller les mouvements inhabituels. L'un de ces convois s'arrêta dans sa cour vers 2 heures du matin pour faire reposer les chevaux et permettre aux voyageurs de se restaurer. Monsieur Durand, réveillé par l'arrivée impromptue de ses clients nocturnes, se leva pour les accueillir selon son devoir d'hospitalité. Ce qu'il découvrit le troubla profondément et allait hanter sa mémoire pendant des années. Le convoi comprenait 3 voitures fermées, escortées par une dizaine d'hommes à cheval. Parmi ces voyageurs, il reconnut plusieurs religieux en habit civil qu'il identifia comme appartenant à l'institution Saint-Remy grâce à de précédentes rencontres lors de sorties pédagogiques. Ces hommes accompagnaient une quinzaine d'enfants âgés d'une dizaine d'années qui descendirent des voitures pour se dégourdir les jambes. Ces enfants présentaient un aspect particulièrement troublant. Ils semblaient épuisés et apeurés, gardant un silence absolu pendant tout l'arrêt. Leurs vêtements, bien que propres et convenables, n'avaient pas la qualité habituelle des tenues portées par les pensionnaires de Saint-Remy. Tout dans leur attitude évoquait la soumission et la crainte, plutôt que l'excitation normale d'enfants en voyage. Quand l'aubergiste tenta de leur adresser quelques mots bienveillants pour les rassurer et les réconforter, les accompagnateurs s'interposèrent rapidement et fermement. L'un d'eux, qu'il reconnut comme frère Marcel, l'économe de l'institution, lui expliqua que ses enfants suivaient un traitement médical spécialisé qui nécessitait le repos le plus complet. Toute stimulation extérieure risquait de nuire à leur guérison et devait être évitée. Cette explication, pour surprenante qu'elle fût, ne pouvait être contestée par un simple aubergiste face à des religieux respectés. Monsieur Durand se contenta donc de fournir les services demandés, avoine pour les chevaux, pain et vin pour les adultes, lait et biscuits pour les enfants. Le tout fut payé comptant et généreusement, comme pour acheter son silence sur cette rencontre nocturne. D'autres témoignages concordants furent recueillis le long des routes menant vers l'est. À Sillery, à Louvois, à Aix, des habitants signalèrent le passage de convois suspects transportant des enfants sous la surveillance d'adultes qui évitaient soigneusement tout contact avec la population locale. Ces témoins, interrogés ultérieurement par les enquêteurs, décrivirent tous des scènes similaires. Des enfants silencieux et apeurés, des accompagnateurs nerveux, des véhicules qui ne s'arrêtaient que le temps strictement nécessaire. Tous ces mouvements cessèrent complètement avant l'aube du 16 décembre, comme si l'opération avait été minutieusement chronométrée pour s'achever avant le lever du jour. Cette coordination parfaite témoignait d'une organisation remarquable et de moyens logistiques considérables qui dépassaient largement les capacités habituelles d'un simple établissement d'enseignement.
Quand M. Bergeret et ses hommes se présentèrent aux grilles de Saint-Remy le 17 décembre au matin, munis de l'ordonnance de perquisition dûment signée, ils trouvèrent un établissement étrangement transformé. L'atmosphère qui régnait dans les lieux n'avait plus rien à voir avec l'animation habituelle d'une institution scolaire en pleine activité. Frère Augustin les accueillit avec la même courtoisie que lors de la première visite, mais son attitude trahissait une tension palpable. L'homme habituellement si maître de lui-même semblait avoir vieilli de plusieurs années en une semaine. Son visage creusé, ses mains tremblantes et son regard fuyant témoignaient d'un stress intense qu'il peinait à dissimuler. L'institution elle-même avait subi des modifications importantes depuis la dernière visite. Les couloirs, habituellement animés par les allées et venues des pensionnaires, résonnaient d'un écho inhabituel qui évoquait des espaces à demi vides. Les salles de classe, où quelques élèves suivaient encore des cours, semblaient démesurément grandes pour le nombre réduit d'occupants qu'elles abritaient. Interrogé sur cette situation par le commissaire, frère Augustin expliqua qu'une épidémie de scarlatine s'était déclarée parmi les pensionnaires dans les derniers jours de novembre. Cette maladie contagieuse, particulièrement redoutable pour les enfants, avait contraint l'administration à prendre des mesures drastiques pour éviter sa propagation. Une partie importante des élèves avait été renvoyée préventivement dans leur famille, en attendant que la situation sanitaire se stabilise. Les enfants restants, poursuivit-il, avaient été regroupés dans l'aile principale de l'établissement pour faciliter leur surveillance médicale et leur isolement des zones potentiellement contaminées. Cette concentration permettait également d'économiser le chauffage et de réduire les frais de fonctionnement pendant cette période difficile. Cette explication, médicalement plausible, ne dissipa pas entièrement les soupçons du commissaire Bergeret. Plusieurs détails continuaient de l'intriguer. Pourquoi n'avait-il pas été informé officiellement de cette épidémie conformément aux obligations légales en vigueur ? Pourquoi aucun médecin de la ville n'avait-il été consulté? Et surtout, comment expliquer que cette maladie se soit déclarée précisément au moment où une enquête judiciaire s'apprêtait à révéler des irrégularités dans le fonctionnement de l'établissement? La perquisition proprement dite commença dans le bureau de frère Augustin, où les enquêteurs espéraient trouver des documents susceptibles d'éclairer les zones d'ombre de cette affaire. Ce qu'ils y découvrirent dépassa leurs attentes les plus pessimistes et révéla l'existence d'un réseau beaucoup plus vaste et plus organisé qu'ils ne l'avaient initialement supposé. Dans les tiroirs du directeur, soigneusement dissimulés sous de faux fonds, les policiers trouvèrent plusieurs liasses de correspondances avec divers établissements religieux situés en Belgique, en Suisse et dans les États allemands. Ces lettres, rédigées dans un langage codé qui tentait de masquer leur véritable objet, évoquaient des transferts pédagogiques, des programmes d'échange et des mutations temporaires dont la nature exacte demeurait volontairement mystérieuse. L'une de ces lettres, datée du 10 novembre 1846, était particulièrement révélatrice. Signée d'un certain père Antonius dirigeant l'Institut Saint-Joseph de Louvain, elle confirmait la réception de 23 éléments de formation spécialisés et leur intégration réussie dans le programme d'excellence européen. Cette correspondance, rédigée en latin pour en compliquer la compréhension, utilisait un vocabulaire technique qui dissimulait mal la nature humaine de ces éléments transférés. Plus troublant encore, une autre missive provenant du collège Saint-Antoine de Lucerne évoquait les remarquables progrès dans la soumission volontaire observés chez les sujets confiés à l'établissement suisse. L'auteur, un certain frère Dominicus, se félicitait de l'efficacité des méthodes de transformation mentale mises au point par le réseau et suggérait d'étendre ces techniques à d'autres catégories de population. Ces documents révélaient l'existence d'une organisation internationale qui utilisait plusieurs établissements d'enseignement comme façade pour des activités beaucoup plus sinistres. Les enfants n'étaient pas simplement éduqués selon des méthodes particulières. Ils étaient soumis à un conditionnement systématique destiné à briser leur volonté et à faire d'eux des instruments dociles au service d'objectifs inavoués.
L'examen des registres comptables apporta des éclaircissements supplémentaires sur le financement de ces opérations. Contrairement aux affirmations de frère Augustin concernant une donation mystérieuse, les fonds provenaient en réalité d'un réseau complexe de sociétés commerciales et de fondations religieuses établies dans plusieurs pays européens. Ces organismes, apparemment respectables, servaient en réalité à blanchir l'argent destiné au fonctionnement du système. Parmi les contributeurs figuraient la Compagnie commerciale de Hambourg, les établissements financiers de Genève et même la Fondation caritative de Rome, toutes organisations qui prétendaient œuvrer pour le bien-être de l'enfance défavorisée. Leurs versements réguliers, déguisés en dons philanthropiques, assuraient le fonctionnement de plusieurs dizaines d'institutions similaires à Saint-Remy à travers l'Europe. L'examen des sous-sols de l'institution révéla des éléments encore plus troublants. Contrairement aux explications fournies lors de la première visite, ces locaux ne contenaient aucun chantier de rénovation. En revanche, plusieurs salles voûtées avaient été transformées en espaces d'hébergement particuliers, avec des aménagements qui évoquaient plus la prison que l'école. Ces cellules, car c'est bien ainsi qu'il fallait les nommer, étaient équipées de paillasses alignées au sol, de barreaux aux fenêtres et de serrures solides qui ne s'ouvraient que de l'extérieur. Les murs portaient encore des traces de griffures laissées par des ongles d'enfants, témoins silencieux de la détresse de leurs occupants. L'humidité et l'absence de chauffage rendaient ces espaces particulièrement inhospitaliers, même pour des adultes endurcis. Frère Augustin justifia ces installations en prétendant qu'il s'agissait d'anciens cachots de l'époque révolutionnaire, reconvertis en infirmeries d'isolement pour les cas de maladies contagieuses. Cette explication, déjà peu convaincante, fut définitivement invalidée par la découverte d'équipements modernes. Chaînes neuves, serrures récemment installées, et même des instruments dont l'usage demeurait mystérieux mais certainement peu pédagogique. Mais c'est dans l'une de ces salles souterraines que M. Bergeret fit la découverte la plus troublante et la plus révélatrice de toute son enquête. Dissimulé derrière une cloison de bois mal ajustée, il trouva un cahier manuscrit abandonné par l'un des occupants de ces lieux sinistres. Ce cahier, composé de feuilles arrachées à un manuel scolaire et cousues ensemble avec du fil récupéré, contenait le témoignage glaçant d'un enfant qui avait vécu l'enfer de l'institution Saint-Remy. Les pages, noircies d'une écriture enfantine maladroite mais déterminée, révélaient l'existence d'un programme de conditionnement d'une cruauté psychologique raffinée. Le cahier découvert par le commissaire Bergeret était signé des initiales TV et pouvait être attribué sans erreur possible au jeune Théodore Vallebrun, le fils du marchand de draps dont les lettres inquiétantes avaient alerté sa famille. Ce témoignage, rédigé en cachette sur une période de plusieurs semaines, constituait le document le plus accablant jamais découvert sur les activités réelles de l'institution Saint-Remy. Les premières pages, datées du début novembre, décrivaient l'arrivée forcée de Théodore dans les sous-sols de l'établissement. Contrairement à ce qu'il avait cru initialement, il n'était pas malade, mais avait été sélectionné pour participer au programme spécial dirigé par frère Augustin. Cette sélection ne concernait pas les enfants de familles pauvres, comme l'avaient supposé les enquêteurs, mais des pensionnaires issus de la bourgeoisie qui présentaient certaines caractéristiques particulières. Selon le témoignage du jeune Théodore, ces caractéristiques comprenaient une intelligence supérieure à la moyenne, une forte personnalité et des liens familiaux influents. Ces enfants étaient destinés à devenir, après transformation, des agents d'influence capables d'infiltrer les milieux dirigeants de la société française. Leur origine sociale élevée leur garantirait l'accès aux postes de responsabilité, tandis que leur conditionnement assurerait leur obéissance absolue aux directives du réseau. Les 23 enfants de familles pauvres servaient en réalité de cobayes pour tester et perfectionner les techniques de manipulation mentale. Leur disparition éventuelle ne risquait pas d'émouvoir l'opinion publique ni d'attirer l'attention des autorités. Une fois les méthodes éprouvées sur ces sujets d'expérimentation, elles étaient appliquées aux véritables cibles du programme. Les enfants de la bourgeoisie destinés à occuper un jour des positions stratégiques.
Le témoignage révélait l'existence de séances particulières organisées plusieurs fois par semaine dans les profondeurs de l'institution. Ces réunions, dirigées par frère Augustin lui-même assisté de plusieurs collaborateurs formés spécifiquement à ces techniques, avaient pour objectif déclaré de purifier les âmes de leurs attaches terrestres et de les préparer au service d'une cause supérieure. Les méthodes employées combinaient privation sensorielle, épuisement physique et manipulation psychologique selon des protocoles d'une sophistication troublante. Les enfants étaient placés dans l'obscurité complète pendant des heures, soumis à des jeûnes prolongés et contraints de répéter des formules d'obéissance jusqu'à l'épuisement mental. Ces techniques, inspirées des pratiques mystiques les plus extrêmes, visaient à briser toute résistance psychologique. Parallèlement, un système de récompense et de punition savamment orchestré créait une dépendance totale envers les bourreaux. Les enfants qui manifestaient des signes de soumission étaient récompensés par de la nourriture, de la chaleur et même des moments de répit. Ceux qui résistaient subissaient des privations encore plus sévères et un isolement complet qui pouvait durer des jours. Le jeune Théodore décrivait comment ses enfants étaient progressivement amenés à renoncer à leur identité antérieure, à oublier leur famille et à ne plus concevoir d'existence en dehors de l'institution. Leur personnalité était méthodiquement détruite, puis reconstruite selon les besoins du réseau. Au terme de ce processus, qui pouvait durer plusieurs mois, ils devenaient des êtres vidés de toute volonté propre, parfaitement programmés pour obéir aux ordres reçus. Mais le plus troublant dans ce témoignage résidait dans la description des diplômés du programme. Ces anciens enfants devenus adultes qui revenaient régulièrement à l'institution pour encadrer les nouveaux arrivants. Ces hommes, âgés d'une trentaine d'années, occupaient déjà des positions importantes dans l'administration, l'armée ou l'Église. Leur réussite sociale apparente dissimulait leur appartenance secrète à l'organisation qui les avait formés. L'enquête révéla que ce programme clandestin s'inscrivait dans un projet beaucoup plus vaste qui dépassait largement les frontières françaises. Les correspondances découvertes dans le bureau de frère Augustin témoignaient d'échanges réguliers avec des institutions similaires réparties dans toute l'Europe. Cette coordination internationale suggérait l'existence d'une organisation structurée poursuivant des objectifs politiques de long terme. Le réseau utilisait l'éducation religieuse comme paravent pour recruter et former une élite secrète destinée à influencer l'évolution des sociétés européennes. Les enfants transformés par ce système étaient ensuite placés dans des positions stratégiques où ils pouvaient orienter les décisions politiques, économiques et religieuses selon les directives de leurs maîtres occultes. Cette révélation expliquait pourquoi les autorités de l'époque avaient jugé nécessaire d'étouffer l'affaire avec une détermination si remarquable. La découverte de ce réseau d'influence aurait pu ébranler les fondements même de l'ordre social européen et révéler l'infiltration de ces institutions les plus respectées par une organisation aux objectifs inavouables. Le procureur Germain ordonna immédiatement l'arrestation de frère Augustin et de ses principaux collaborateurs identifiés dans l'enquête. Des mandats furent également lancés contre plusieurs personnalités influentes de Reims, dont les noms apparaissaient dans la correspondance saisie. Cependant, quand les forces de l'ordre se présentèrent pour procéder à ces arrestations le 18 décembre au matin, ils découvrirent que tous les suspects avaient disparu dans la nuit. L'institution Saint-Remy était complètement abandonnée, ses dirigeants envolés et ses archives les plus sensibles détruites. Seuls quelques documents secondaires et le témoignage accablant du jeune Théodore subsistaient comme preuve de la réalité de ses activités criminelles. L'organisation avait orchestré sa disparition avec la même efficacité qu'elle avait dirigé ses opérations clandestines. Les recherches entreprises pour retrouver les fugitifs s'avérèrent rapidement infructueuses. Les pistes menaient vers la frontière belge, où plusieurs témoins rapportèrent avoir vu des convois suspects, mais les autorités des pays limitrophes ne purent ou ne voulurent pas coopérer efficacement à leur arrestation.
Il apparut que le réseau bénéficiait de protections importantes dans les milieux ecclésiastiques et politiques de plusieurs nations européennes. Cette protection internationale ne résultait pas du hasard, mais de l'infiltration systématique des institutions dirigeantes par d'anciens diplômés du programme. Ces agents d'influence, placés à des postes clés depuis des décennies, utilisaient leur position pour protéger l'organisation qui les avait formés et faciliter sa reconstitution ailleurs. Quant aux 23 enfants de familles pauvres qui avaient servi de cobayes à ce système abominable, leurs traces se perdaient complètement après les événements de décembre 1846. Malgré les recherches entreprises par leurs familles avec l'aide des autorités, aucun d'entre eux ne fut jamais retrouvé vivant ou mort. Les hypothèses les plus probables évoquaient leur élimination pure et simple, une fois leur utilité épuisée, ou leur transformation si complète qu'ils étaient devenus méconnaissables même à leurs proches. Certains indices suggéraient leur dispersion dans d'autres établissements du réseau, où ils auraient été contraints d'adopter de nouvelles identités et de renoncer définitivement à leur passé. Les enfants de la bourgeoisie, qui avaient commencé le programme de conditionnement, furent retrouvés dans un état psychologique particulièrement préoccupant. Bien qu'apparemment indemnes physiquement, ils présentaient tous des troubles de la personnalité et de la mémoire qui nécessitèrent des mois de soins spécialisés. Certains ne recouvrèrent jamais complètement leurs facultés antérieures. Le jeune Théodore Vallebrun, auteur du témoignage qui avait permis de révéler la vérité, fut celui qui s'en sortit le mieux grâce à sa résistance exceptionnelle au conditionnement. Cependant, il conserva toute sa vie des séquelles psychologiques de cette épreuve et ne parla jamais publiquement de son expérience à Saint-Remy. L'affaire de l'institution Saint-Remy provoqua un scandale retentissant dans la région rémoise et au-delà. Les révélations sur l'existence d'un réseau international de manipulation d'enfants, utilisant des établissements religieux comme couverture, ébranlèrent profondément l'opinion publique. La confiance traditionnelle envers les institutions éducatives religieuses fut durablement entamée. Cependant, les ramifications politiques et religieuses de cette découverte s'avérèrent si embarrassantes pour les autorités que la décision fut rapidement prise d'étouffer l'affaire. Les connexions révélées entre le réseau et plusieurs personnalités influentes de la société française menaçaient de provoquer une crise politique majeure dans un pays déjà fragilisé par les tensions sociales. Le procureur Germain, malgré sa volonté initiale de poursuivre l'enquête jusqu'à son terme, reçut des instructions formelles de ses supérieurs hiérarchiques pour classer le dossier. Ces directives, transmises officieusement par les plus hautes autorités de l'État, invoquaient la raison d'État et la nécessité de préserver la stabilité sociale. Le 22 décembre 1846, tous les documents relatifs à l'enquête furent rassemblés dans les bureaux du procureur et brûlés en présence de plusieurs témoins officiels. Cette destruction, justifiée par des considérations de sécurité publique et de protection des victimes, effaça définitivement les preuves matérielles de ce qui s'était réellement passé à Saint-Remy. Parallèlement, les registres municipaux furent expurgés de toute référence aux 23 enfants disparus, comme s'ils n'avaient jamais existé. Leurs actes de naissance furent détruits, leurs noms rayés des recensements, leur mémoire administrative effacée avec une minutie qui témoignait de la détermination des autorités à faire disparaître toute trace de cette affaire. Les familles des victimes reçurent des compensations financières substantielles en échange de leur silence définitif sur ces événements. Ces sommes, présentées comme des indemnités pour le préjudice subi, s'accompagnaient de menaces à peine voilées sur les conséquences qu'entraînerait toute indiscrétion future. La plupart de ces familles quittèrent la région dans les mois qui suivirent, dispersant ainsi les témoins potentiels. L'institution Saint-Remy fut fermée officiellement pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de scarlatine qui avait servi de prétexte à l'évacuation. Ces bâtiments furent vendus rapidement à des particuliers qui les transformèrent en propriétés privées, effaçant ainsi les dernières traces physiques de cette sinistre histoire. Cependant, quelques individus réussirent à conserver la mémoire de ces événements malgré la chape de silence imposée par les autorités.
Madame Clotilde Ronsard, qui avait donné l'alerte par ses observations nocturnes, porta ce secret jusqu'à sa mort en 1863. Elle légua à ses descendants un récit détaillé de ce qu'elle avait vu, accompagné de la recommandation de ne jamais oublier ses enfants sacrifiés sur l'autel de ambitions inconnues. Son époux, M. Anatole Ronsard, continua pendant des années à rechercher discrètement des traces des enfants disparus, espérant découvrir des survivants ou au moins élucider leur sort définitif. Ses efforts demeurèrent vains, mais il constitua un dossier secret qui fut transmis à ses héritiers avec l'espoir qu'un jour la vérité pourrait être rétablie. Le commissaire Alexandre Bergeret, muté dans un autre département quelques mois après la fin de l'enquête, ne parla jamais publiquement de cette affaire qui avait marqué sa carrière. Cependant, il conserva jusqu'à la fin de sa vie le cahier manuscrit du jeune Théodore Valbrun qu'il légua à sa mort à ses descendants avec une lettre expliquant l'importance historique de ce document. Le procureur Germain, profondément marqué par cette affaire et les pressions qu'il avait subies pour l'étouffer, demanda sa mutation vers un poste moins exposé. Il termina sa carrière dans une sous-préfecture tranquille, mais continua toute sa vie à s'interroger sur les ramifications réelles du réseau qu'il avait découvert et sur le devenir de ses autres victimes. Aujourd'hui, près de 2 siècles après ces événements, les historiens qui se penchent sur cette période de l'histoire rémoise ne trouvent effectivement aucune trace officielle de l'institution Saint-Remy ni des circonstances de sa fermeture. Les archives municipales ne conservent aucun document relatif aux 23 enfants disparus, et les registres paroissiaux de l'époque présentent des lacunes inexpliquées pour les mois de novembre et décembre 1846. Cette absence totale de documentation officielle, dans une époque pourtant réputée pour la minutie de ses archives, constitue en elle-même un indice de l'importance que les autorités de l'époque accordaient à l'effacement de cette affaire. L'ampleur des moyens déployés pour faire disparaître toute trace de ces événements témoigne de leur gravité exceptionnelle. Pourtant, dans les familles descendantes des témoins de l'époque, des récits se transmettent encore de génération en génération, malgré le temps écoulé et les pressions exercées pour imposer l'oubli. Ces témoignages oraux, déformés par les décennies, mais conservant leur essence troublante, évoquent tous la même histoire, celle d'enfants qui ont disparu dans les sous-sols d'une institution respectée, et d'adultes qui ont préféré oublier plutôt que d'affronter une vérité trop dérangeante. Les recherches contemporaines dans les archives européennes révèlent l'existence à la même époque de plusieurs scandales similaires qui ont secoué différents pays du continent. Des établissements religieux fermés brutalement, des enfants transférés sans explication, des éducateurs qui disparaissent du jour au lendemain. Tous ces incidents, apparemment isolés, dessinent les contours d'un phénomène organisé qui dépassait largement les frontières nationales. En 1848, soit 1 an après les événements de Reims, l'institution Saint-Dominique de Bruges ferma ses portes dans des circonstances étrangement similaires. En 1849, ce fut au tour du collège Saint-Antoine de Lucerne d'être évacué en une nuit après la découverte d'irrégularités graves. En 1850, l'école Saint-Michel de Cologne cessa brutalement ses activités sans explication satisfaisante. À chaque fois, les autorités locales invoquèrent des problèmes sanitaires ou financiers pour justifier ces fermetures précipitées. Mais les témoins rapportaient invariablement les mêmes détails troublants. Mouvements nocturnes, convois mystérieux, enfants qui disparaissaient sans laisser de traces. Cette répétition de schémas identiques dans différents pays suggère fortement l'existence d'une organisation coordonnée à l'échelle européenne. La découverte récente, dans les archives secrètes du Vatican, d'un document daté du 15 janvier 1847 apporte un éclairage troublant sur ces événements. Il s'agit d'une note dans laquelle un haut dignitaire ecclésiastique évoque la nécessité urgente de réformer certaines pratiques pédagogiques qui pourraient nuire gravement à la réputation de l'Église universelle. Cette note,
rédigé en latin selon les usages de l'époque, mentionne explicitement la question française et la nécessité de transférer immédiatement les éléments problématiques vers des zones géographiques moins sensibles. Elle évoque également l'existence d'une commission spéciale chargée de superviser ces transferts et de s'assurer que les méthodes particulières ne seraient plus jamais découvertes. Ce document officiel confirme que les plus hautes autorités religieuses de l'époque étaient parfaitement informées de l'existence du réseau révélé par l'affaire de Reims. Leur réaction ne fut pas de le démanteler, mais de le déplacer vers des pays où la surveillance était moins stricte et où les risques de découverte étaient minimisés. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau la facilité avec laquelle frère Augustin et ses complices réussirent à échapper aux poursuites. Ils bénéficiaient manifestement de protections qui dépassaient le simple niveau local et s'étendaient aux plus hauts échelons de la hiérarchie ecclésiastique européenne. Leur fuite organisée s'inscrivait dans un plan de sauvegarde élaboré de longue date. Mais peut-être la preuve la plus troublante de la survie de cette organisation réside-t-elle dans les événements qui marquèrent l'Europe dans les décennies suivantes. Plusieurs des personnalités qui accédèrent à des postes de premier plan pendant la seconde moitié du XIXe siècle présentaient des profils biographiques étrangement lacunaires pour leur jeunesse. Ces hommes, qui occupèrent des fonctions importantes dans la diplomatie, l'administration ou l'armée, semblaient avoir surgi de nulle part vers l'âge de 25 ans, sans antécédents familiaux clairs ni formation identifiable. Leur ascension fulgurante et leur dévouement absolu aux causes qu'ils servaient évoquaient le profil des diplômés décrits dans le témoignage du jeune Théodore Vallebrun. L'influence de ces individus sur les événements politiques de leur époque demeure difficile à évaluer précisément, mais plusieurs décisions majeures portent leur marque distinctive. Leur capacité à orienter l'opinion et à faire prévaloir certaines options dans les cercles dirigeants suggère l'existence d'une coordination secrète qui rappelle les objectifs du réseau de Saint-Remy. Aujourd'hui encore, certains historiens qui ont tenté de reconstituer cette affaire ont rencontré des obstacles inexpliqués dans leurs recherches. Des archives qui se révèlent soudainement inaccessibles, des témoins qui refusent de parler, des documents qui disparaissent mystérieusement des collections publiques. Ces incidents, trop nombreux pour être fortuits, suggèrent que des forces occultes continuent de veiller à ce que la vérité sur les enfants de Reims ne soit jamais complètement révélée. Cette persistance du secret, près de 2 siècles après les faits, pose des questions troublantes sur la nature réelle du réseau découvert en 1846. Ces ramifications étaient-elles si importantes qu'elles menacent encore aujourd'hui des intérêts puissants? Ces méthodes ont-elles été perfectionnées et adaptées aux réalités contemporaines? Ou bien certains de ces héritiers occupent-ils encore des positions qui leur permettent de protéger la mémoire de leurs prédécesseurs? Ces interrogations dépassent largement le cadre d'une simple curiosité historique. Elles touchent aux mécanismes secrets du pouvoir et aux moyens par lesquels certains groupes peuvent influencer l'évolution des sociétés. L'affaire des enfants de Reims nous rappelle que derrière les façades respectables se cachent parfois des réalités qui dépassent notre entendement. Les terrains où s'élevait autrefois l'institution Saint-Remy abritent aujourd'hui un quartier résidentiel paisible où rien ne rappelle les drames qui s'y sont déroulés. Les maisons bourgeoises aux jardins fleuris ont remplacé les sinistres bâtiments où tant d'enfants ont souffert et disparu. Cette transformation physique symbolise l'effacement voulu de cette mémoire douloureuse. Cependant, les anciens de Reims racontent encore que certaines nuits d'hiver, quand le vent souffle fort dans les rues de la vieille ville, on peut entendre des pleurs d'enfants qui semblent monter du sol. Ces témoignages, que la science moderne attribue aux effets acoustiques particuliers de l'architecture souterraine de la région, perpétuent néanmoins le souvenir d'une tragédie que l'histoire officielle a voulu ensevelir. Et vous, après avoir écouté cette histoire dans son intégralité, que pensez-vous réellement de ce que je viens de vous raconter? Croyez-vous que tous ces événements se sont vraiment déroulés comme je vous les ai décrits? Ou pensez-vous au contraire que ce récit n'est qu'une construction imaginaire destinée à vous faire frissonner pendant 1 heure?
La frontière entre la réalité historique et la fiction est parfois si mince qu'il devient impossible de la discerner avec certitude. Les documents que j'ai évoqués existent-ils vraiment dans les archives? Les témoins que j'ai cités ont-ils réellement vécu? Les événements décrits se sont-ils déroulés selon cette chronologie précise? Ces questions légitimes méritent une réflexion approfondie. Car l'histoire officielle, celle que nous enseignent les livres scolaires et les manuels universitaires, n'est souvent que la version édulcorée d'une réalité beaucoup plus complexe et parfois plus sombre. Les archives publiques ne conservent que ce que les autorités ont accepté de préserver, et de nombreux épisodes troublants ont été délibérément effacés. Vous voulez savoir si tout cela est vrai? Alors posez-vous cette question. Pourquoi aurais-je inventé une histoire si précise, avec tant de détails vérifiables, tant de noms et de dates, tant de références historiques exactes? Pourquoi aurais-je pris le soin de situer ces événements dans un contexte historique et géographique si rigoureux s'il ne s'agissait que de fiction? La réponse à cette interrogation vous appartient. Mais souvenez-vous que la vérité historique est souvent plus étrange et plus troublante que la fiction la plus audacieuse. Les archives regorgent d'événements authentiques qui dépassent l'imagination des romanciers les plus créatifs. Ce qui est certain, c'est que quelque part dans les dépôts d'archives de l'Europe, des documents oubliés attendent encore d'être découverts. Peut-être révéleront-ils un jour la vérité définitive sur le sort des 23 enfants de Reims. En attendant cette hypothétique révélation, leur mémoire demeure vivante dans le récit que je viens de vous conter. Car c'est peut-être là la seule justice que nous puissions leur rendre aujourd'hui. Ne pas les oublier, ne pas laisser leur nom s'effacer définitivement de l'histoire, continuer à poser les questions dérangeantes que leurs contemporains ont préféré taire. Leur souffrance aura au moins servi à nous rappeler que la vigilance est le prix de la liberté, et que derrière les institutions les plus respectées peuvent se cacher les abîmes les plus profonds de l'âme humaine. Alors, vous croyez que tout cela s'est réellement passé? Ou préférez-vous penser que ce n'était qu'une histoire inventée pour vous divertir? À vous de choisir ce que vous voulez croire. Mais si cette histoire vous a troublé, si elle a éveillé en vous des questions et des doutes, alors n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Commentez ce que vous en pensez, dites-moi si vous croyez à la réalité de ces événements ou si vous les considérez comme une fiction bien construite. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères oubliés de l'histoire, car les archives européennes regorgent de secrets que les autorités ont voulu faire disparaître. Et surtout, n'oubliez jamais que la vérité est souvent beaucoup plus inquiétante que nous ne voulons l'admettre. Car qui sait? Peut-être qu'un jour, grâce à votre curiosité et à votre soif de vérité, nous découvrirons enfin ce qui s'est réellement passé dans cette institution de Reims par cette froide nuit de novembre 1846.